nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. L'opération Épervier n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Initialement présentée comme une vaste opération de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, elle est aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. C'est dans ce sillage qu'il faut inscrire le nouveau livre du professeur Charlie Gabriel Mbok intitulé « Gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'iniquité » essai d'idéographie d'un justiciable paru aux éditions Kiyikat. L'auteur revient sur les affaires Edouard Etonde Ekoto, du nom de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et ancien président du conseil d'administration du port autonome de la même ville, condamné pour détournement de fonds publics, puis acquitté après 7 ans derrière les barreaux. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce que Charlie Gabriel Mbok considère à la fois comme une crise de vérité judiciaire et un déni d'équité? Nous lui poserons ces questions et d'autres. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Charlie Gabriel Mbok, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer cette émission par une actualité triste. C'est le décès du président national du Social Democratic Front, Ni John Frondi, qui nous a quittés cette nuit des suites de maladie. Vous avez appris cette nouvelle? Oui, non seulement j'ai reçu un message par les réseaux sociaux, mais j'ai reçu le communiqué du vice-président national du SDF, l'honorable aussi, le choix. C'est une nouvelle affligeante. Je l'ai reçue avec cette affliction parce que j'ai eu le privilège de côtoyer Ni John Frondi, de travailler avec lui sur un certain nombre de choses importantes pour notre pays. Et il nous est arrivé de mener campagne en 1992, où il n'y avait pas que des courageux du dimanche. Il fallait avoir des tripes pour dire ce qu'on pensait. Et Frondi avait des tripes pour dire ce qu'il pensait et les Camerounais le lui ont bien rendu à un moment donné. C'est triste de le voir partir. Alors, vous avez, c'est une histoire, hein, c'est une page de l'histoire politique du Cameroun qui se tourne avec la disparition de Ni John Frondi. Vous l'avez effectivement connu au plus fort du retour au multipartisme au Cameroun dans les années 90. Quel est le souvenir que vous laisse Ni John Frondi? Une personnalité qui avait pour ambition de faire bouger les bornes, oui, de bouger les lignes, pour un mieux au profit des Camerounais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est trop tôt de parler de l'avenir du SDF sans Ni John Frondi? Pour en être parti, depuis difficile d'en parler avec intelligence. Voilà. Donc, vous préférez garder de John Frondi l'idée que vous avez eue de lui au début des années 90 dans les joutes politiques de cette époque-là? Les aubes ont ceci de particulier qu'elles sont parfois plus belles
que les crépuscules. Oui. Encore que les crépuscules, vous savez, en termes, pour ceux qui connaissent la langue allemande, quand on dit en allemand, on dit Dämmerung, on parle à la fois de l'aube et des vêpres, c'est-à-dire du matin et de l'aurore et de la soirée. C'est un terme ambivalent qui dit à la fois la naissance et le déclin. Je préfère parler de Dämmerung parce qu'assez souvent, même quand c'est le déclin, ça peut être un nouveau départ pour d'autres. Absolument. Oui. On va revenir à ce qui fera l'essentiel de cette émission. C'est le livre que vous venez de publier, Gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'iniquité, et cette idéographie d'un justiciable. Ce livre est une idéographie, vous l'avez dit, en l'occurrence celle de Edouard Etonde Ekoto, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et ancien président du conseil d'administration du port autonome de Douala. D'abord, campons un peu le décor. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce genre pour écrire ce livre, l'idéographie? Pourquoi? Idéographie, pourquoi? On peut répondre parce que, oui. Mais on peut aussi répondre pour que. Oui. Parce que les gens sont habitués aux biographies. Et les biographies ont ceci de particulier, qu'elles commencent par la personne, se limitent à la personne, après avoir parlé de la personne. Oui. L'idéographie s'intéresse à une personne, mais davantage à la personnalité de la dite personne. Cette fois-ci, on ne se contente plus du vécu quotidien ou domestique de la personne, mais on essaie de comprendre les motivations de son action, les ressorts de sa vie, ce qui fait qu'il ait fait telle chose de telle manière plutôt que de telle autre manière. Ceci nous oblige à dépasser cette biographie qui est presque physique, biologique, à la limite physiologique, pour essayer d'entrer dans l'esprit de la personne. Et la technique que nous avons sollicitée est connue des critiques littéraires qui savent ce que c'est que la critique littéraire. Nous avons utilisé la technique de la sémanalyse, ce qui signifie que les signes que nous percevons sont pour nous des ponts qui nous amènent à nous efforcer d'entrer dans la psychologie de la personne sans prétendre en faire la psychanalyse, voyez-vous, oui. Pour comprendre non pas seulement des idées de derrière la tête, mais des idées qui motivent son vécu et ses actions. Donc, si vous voulez, cette personnalité a fait un certain nombre de choses. Elle a pu déplacer un verre d'eau. Oui. Mais l'étude ne consiste pas à nous limiter au déplacement d'un verre d'eau. Nous voulons comprendre ce qui a poussé M. Edouard Etonde Ekoto à déplacer un verre d'eau de la manière dont il l'a déplacé. Alors, donc, vous n'avez pas voulu, en quelque sorte, quand on lit votre livre, on a l'impression qu'on n'a pas voulu céder en quelque sorte à la facilité et à ce qu'il y a de classique, c'est-à-dire faire une biographie du personnage. Vous êtes concentré sur un certain nombre d'aspects bien précis de sa trajectoire. Il s'est dit parfois que j'ai l'art de me créer des difficultés. C'est ce que j'avais envie de vous demander. Ce n'était pas plus simple de faire une biographie. Non, je pense que une biographie est intéressante, oui. Utile. Mais lorsqu'on a le privilège de rencontrer une personnalité de cette dimension, on ne peut pas se limiter à la biographie. Et la difficulté que je me suis assignée était justement de dépasser, si vous voulez, l'évidence. Oui. On peut mesurer sa taille, on peut mesurer son poids, on peut savoir si on entre dans sa famille, ce qu'il aime bien manger. Et on suppose qu'il avait un père et une mère, comme nous tous, voyez-vous. Oui. C'est cela la biographie. Il aimait ceci, le piment, il aimait cela. Mais au-delà de ces détails du vécu quotidien, M. Edouard Etonde Ekoto me semblait représenter un projet. Parce que nous sommes des individus, vous et moi, voyez-vous. Qu'est-ce que nous sommes parmi les milliards d'individus qu'il y a sur Terre? Mais nous devenons intéressants pour d'autres lorsque nous représentons un projet pour d'autres. Et il m'a semblé que
Édouard Etonde Ekoto représentait un projet pour d'autres. Et c'est ce que nous avons tenté de comprendre. Oui. Alors, en tout cas, ce n'est pas le premier livre que vous consacrez à la justice camerounaise et spécifiquement à l'opération Épervier. Vous aviez déjà publié en 2011 avec d'autres le livre intitulé L'opération Épervier au Cameroun, un devoir d'injustice, point d'interrogation à la fin, avec en toile de fond toujours le cas Etonde Ekoto. De là à ce qu'on vous accuse d'en faire une fixette, non? On peut m'accuser de ce qu'on veut bien m'accuser, mais il se trouve que M. Édouard Etonde Ekoto n'a pas créé en moi une fixation. Oui. Nous sommes tout ce qu'on peut imaginer, mais pas un idolâtre. Parce que voilà la particularité de cette personnalité, c'est une icône qui est en elle-même iconoclaste. Ne dites pas à M. Etonde Ekoto qu'il est un génie. Il va vous rire, passez-moi l'expression, au nez, et trouver que vous exagérez, que c'est un excès de langage. Voyez-vous? Donc, il n'était pas question pour moi de vouer à une personnalité, quelque fascinante qu'elle soit, une quelconque adoration. Nous ne sommes pas dans le registre de l'adoration. Et le souci de comprendre, à mobiliser des mécanismes d'analyse qui m'ont poussé à dire à la famille qui a accepté de me recevoir pour des questions et comme vous dites dans votre métier, des investigations, absolument, que je les écouterai attentivement, que je prendrai des notes, mais que je me méfiais de ce qu'ils me disaient jusqu'à ce que j'en ai fait une analyse à partir des grilles techniques valables pour tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'exercice. Oui. Alors, nous allons parler tout au long de cette émission de ce personnage assez complexe, Édouard Etonde Ekoto, qui a connu plusieurs vies. Et la plus triste de la vie qu'il a connue, c'est le temps qu'il a passé en prison, 7 ans de prison, pour être ensuite acquitté en 2014 grâce à une décision de la Cour suprême. 2 ans plus tôt, il avait déjà été acquitté, cette fois par le tribunal de grande instance du Vouri, des faits de détournement de fonds publics, mais il avait déjà quand même passé 7 années en prison. Est-ce qu'il y a dans votre démarche quelque chose d'humaniste par rapport à ce qu'a vécu cet homme? Je voudrais que ceux qui nous font l'honneur de nous écouter retiennent bien le terme que vous venez d'utiliser, oui. Humaniste. Parce que la difficulté, ou si vous voulez, la motivation de ce travail était de retrouver cette part d'humain que cette personnalité irradie. Vous avez parlé des années d'incarcération, de privation de liberté. Nous avons été là où il était. Nous l'avons vu au milieu de ceux qui, comme lui, étaient privés de liberté. Oui. Pas une seule fois, pas 2 fois. Nous étions fréquemment à Newbel. Bien, nous avons établi une constante. Entravé comme il était avec d'autres, il a constitué une sorte de bougie pour cette zone d'obscurité. L'humain qu'il diffusait, qu'il irradiait, faisait que c'est autour de lui que j'ai pu rencontrer des personnalités comme Jean-Baptiste Nguiniefa, oui. Comme M. Foronjindam, comme notre artiste de regrettée mémoire, oui, Lapiro de Mbanga, oui. Comme le regretté Paul-Éric Kingé, ancien maire de Djombe, voyez-vous, oui. Ils étaient autour de lui et il faut savoir s'efforcer de lire les regards. Il me semblait bien qu'en lisant l'atmosphère qu'il créait, toutes ces personnalités trouvaient dans sa proximité quelque chose d'humain. Et c'est pour cela que je souhaite qu'on garde ce terme d'humain, d'humanisme et d'humanité comme le vecteur de ce travail. Et il se trouve justement que tout ce qu'il a tenté de faire comporte une part d'humanisation. Qu'il s'agisse de l'agriculture, oui.
qu'il s'agisse de son travail d'urbaniste, de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qu'il s'agisse de son travail dans le service civique de participation et développement, Absolument. qu'il s'agisse même de ses relations avec les forces armées dont il constitue un haut gradé. Ceci a constitué une constante fondamentale. Et lorsque, à plusieurs niveaux, vous percevez cette dimension humaine, vous vous dites, il y a certainement quelque chose, non seulement à comprendre, mais à apprendre. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre aussi pour d'autres. Et nous avons tenté, ma foi, d'extraire cette part d'humanité qu'il irradiait pour qu'elle ne passe pas inaperçue dans les bruits de la ville dont on nous entoure de plus en plus. Alors, on vous sent, vous me corrigerez si je me trompe, on vous sent en colère dans ce livre parce que les mots que vous utilisez pour traduire ce que vous considérez comme une injustice sont assez forts. Par exemple, vous parlez de crise de vérité judiciaire, vous parlez de délit d'équité. Ça, c'est assez fort, qui traduit un peu votre ressentiment contre ce qui s'est passé avec le colonel Etoile Koto. Oui, je suis incapable Oui. d'accepter qu'on m'applaudisse lorsque on entrave un chef de famille de la manière dont M. Edouard Etonde Koto a été entravé, mutilé de sa famille, mutilé de sa dignité, mutilé de ses activités. Voyez-vous, je ne peux pas encourager des applaudissements à ce niveau-là. Crise de vérité, oui, parce que la vérité s'est avérée en crise. Et quand je parlais de délit d'inéquité, Oui. on va peut-être y revenir, mais déjà la crise de vérité est importante à souligner. Il faut faire la part des choses. Parce que c'est nos magistrats qui ont pris des décisions pour le priver de liberté. Or, il se trouve que, en ce qui me concerne, la justice est le dernier repère, le dernier recours, le dernier rempart de tout citoyen, de vous et de moi. Absolument. Parce que, qui nous dit que nous ne serons pas injusticiables demain, voyez-vous? Et lorsque nous pensons avoir le droit de notre côté, nous nous appuyons sur la justice. Voilà pourquoi je tiens les magistrats pour la crème de toute société donnée. Absolument. Et de la nôtre. Parce que, il faut le souligner, c'est peut-être les seules personnalités dans un pays à avoir la latitude de juger en âme et conscience. Tout à l'heure, vous parliez d'humanité. L'âme et la conscience sont les fondamentaux de l'humanisme. Et il faut créditer nos magistrats d'une âme et d'une conscience. Cela signifie que ces personnalités méritent protection. Parce que si les magistrats sont en insécurité, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières, c'est-à-dire, ma foi, il y a des violences d'argent que les magistrats subissent. Absolument. Il y a des violences de chantage à la carrière que les magistrats subissent. Eh bien, voilà des personnalités qui méritent d'être sécurisées parce qu'il est inconvenant qu'on perturbe une audience parce que l'enfant du magistrat est malade et il n'y a pas de nivaquine. Oui. Alors, si ces personnalités sont des producteurs de vérité judiciaire et qu'elles soient en crise de quelque manière que ce soit, la vérité judiciaire va en souffrir. Absolument. Voyez-vous? Et c'est tout le système judiciaire qui va en pâtir. Absolument. Voilà pourquoi je ne pense pas avoir été violent, non. Si vous avez perçu de la colère, je vous en remercie parce que ce n'est pas un livre de bonheur. Oui. C'est un livre de douleur. C'est un livre douloureux parce qu'il touche, au-delà d'une personnalité, tous les citoyens camerounais, justiciables hier, peut-être justiciables demain. Oui.
Et vous revenez quand même sur un certain nombre d'ailleurs d'expressions qui sont nées de l'opération Épervier. Les gens sont éperviables, hein. Il y a des gens qui sont éperviables aujourd'hui. Donc, la question de la justice et du fonctionnement de la justice devrait être une préoccupation pour tout le monde, sachant qu'on peut être libre aujourd'hui et éperviable demain pour ceux qui ont la chance de gérer les affaires publiques. Ceci est très important Oui. que vous le disiez parce que je considère cet ouvrage comme une défense et illustration de la justice dans notre pays. Et tel qu'il a été organisé, ce livre est une étude de cas et d'un cas d'école. Parce que j'étais nul en mathématiques. Mais mes collègues mathématiciens ont un terme qu'ils utilisent souvent, ils parlent d'inférence. Oui. Ça veut dire que vous pouvez partir d'un élément et le développer vers d'autres éléments. Le cas de M. Edouard Etonde Ekoto permet de comprendre ce qu'un État peut subir lorsque la justice ou la vérité sont en crise. Et lorsque une personnalité comme celle-ci est à ce point-là sollicitée, on se rend compte que sa vie, vous avez parlé de plusieurs vies, Oui. ce travail touche les forces armées, Oui. touche la justice, touche l'agriculture, touche l'urbanisme, touche la politique. Voyez-vous? Ceci est un travail assez particulier pour moi parce que je ne dirais pas qu'il est central, mais il implique tellement d'institutions dans l'État du Cameroun qu'il est important qu'on l'ait au moins feuilleté. Alors, vous gardez bien dans cet ouvrage de revenir un peu sur les procédures judiciaires qui ont été intentées contre le colonel Edouard Etonde Ekoto, mais vous avez quand même mis un accent sur une affaire, l'affaire qui concerne l'Africa International Timbers Industry, AITI. Et donc, le colonel Edouard Etonde Ekoto est accusé du détournement de 500 millions de francs CFA, fruit d'un accord transactionnel entre le port autonome de Douala et cette entreprise-là. Et à l'époque, le colonel Edouard Etonde Ekoto n'est pas encore PCA du port autonome de Douala. Alors, c'est quand même une affaire assez curieuse et vous le notez dans le livre, c'est-à-dire d'avoir détourné 500 millions de francs CFA alors que dans le processus, il n'était pas encore PCA. J'apprécie vos euphémismes, parce que vous dites que c'est quand même un cas curieux. Oui. Mais c'est au-delà d'une simple curiosité. Parce qu'il s'agit d'un montage pour couler une personnalité. C'est grave, hein? Contre la réalité, oui. Contre les faits. Et lorsque une institution se livre à des montages, je ne dirais pas qu'elle s'expose à son propre ou à sa propre exécution. Oui. Mais c'est un peu comme si une institution se faisait harakiri. Le respect que nous avons pour nos magistrats est tel que lorsqu'ils s'en trouvent, qui n'honorent plus cette dame aux yeux bandés qui symbolise la justice, absolument, on s'est dit, mais c'est vrai que même chez nous, les professeurs, il y a des mauvais professeurs. Peut-être que chez vous, les professionnels des médias, peut-être qu'il y a des mauvais journalistes. Peut-être que dans le clergé, il y a des mauvais prêtres ou des mauvais pasteurs. Il peut donc se trouver qu'il y ait des magistrats, ma foi, qui soient ce que les magistrats ne devraient pas être. Et il s'est trouvé, parce que j'ai été dans les tribunaux pour suivre un certain nombre de choses. Absolument. Des photocopies, de pâles photocopies ont été acceptées à un moment donné comme pièce à conviction. Oui. Alors, et vous le notez dans le livre, effectivement, c'est-à-dire qu'un document qu'on présente comme un faux, mais qui a été quand même retenu. Qui a été quand même une pièce à conviction. retenu,
Parce que le procureur voulait procurer une tête Oui. qu'on devait mettre sur le Le bio, et il a obtenu la tête qu'il cherchait. Ce dossier a fait scandale dans la mesure où même, voyez-vous, la présidence de la République connaît ce dossier. Et il se trouve que des années après, il s'est avéré que le monsieur en question avait commencé à être payé Oui. et que la présidente de la République avait même ordonné Oui. que sa créance Lui soit soldée. Oui. Alors, et par contre, justement, c'est ce que je n'ai pas pu comprendre dans le livre, c'est que plus tard, la présidente de la République ordonne qu'on paye la somme de 4,5 milliards Oui. à la monsieur. dite société, au monsieur. Alors, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui s'est passé entre 500 millions, qui a fait l'objet d'un accord avec le port autonome de Douala, et qu'on veuille maintenant, le même port autonome de Douala doit payer la somme de 4,5 milliards. Est-ce que c'était deux choses complètement différentes ou la même affaire? C'était le même dossier Oui. qui a grandi, tout au moins en chiffres, Oui. en volume et en intérêt, et même en grade, puisque du port autonome de Douala, le dossier s'est retrouvé à la présidence de la République. Il y a des correspondances fascinantes à étudier. D'abord le directeur du cabinet civil et ensuite le secrétaire général. Alors, je dis des correspondances fascinantes Oui. à étudier et à analyser. Voyez-vous, tant et si bien qu'au moment où nous parlons, je suis en incapacité de vous dire l'état de gestion de ce dossier. Mais l'important, c'était d'établir que les fameux 500 millions dont on accablait le colonel Édouard Etonde-Ekoto avaient déjà été payés Oui. en dehors de lui, et que le dossier suivait son cours à d'autres niveaux jusqu'à la présidence de la République. Mais quelques années après, le dossier est revenu à la primature. C'est un peu comme si il y avait baisse d'étiage. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, je crois que le débit n'était plus tout à fait le même. Mais c'était en dehors du colonel Édouard Etonde-Ekoto. Mais c'était tellement en dehors de lui que lui, il s'est retrouvé dedans. Comprenez quelque chose et expliquez-moi ce que vous avez compris. C'est cela qui fait que le montage judiciaire peut choquer l'humanisme judiciaire. Parce que la justice doit juger juste. Et le plaidoyer que ce travail essaye de présenter aux Camerounais consiste à dire que la justice est tellement importante dans nos vies qu'il faut qu'elle juge juste. Oui. Alors, est-ce qu'avec un peu de recul et d'analyse aujourd'hui, avec le recul du temps, vous n'avez pas le sentiment que le colonel Etonde-Ekoto a payé un peu les relations exécrables qu'il y avait entre lui et son directeur général? Je ne pense pas. Oui. Non, ce n'est pas à ce niveau que ça s'est joué. L'étude que nous avons menée, les documents que nous avons vus et que nous avons analysés ont établi que les rapports n'étaient pas tout à fait printaniers. Absolument. On vous dit le moins. Il y a eu échange de correspondance. Oui. Et je voudrais vous dire que j'ai poussé le colonel Édouard Etonde-Ekoto, je pourrais dire, à son dernier retranchement sur ce cas précis. Je voulais savoir s'il voulait brimer son directeur général, qui est un cadet, son cadet, Oui. ou bien, eh bien non. Je me suis risqué à l'agacer. Oui. Mais sa réponse a été sécurisante pour cette dimension humaniste que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Parce qu'en réalité, il s'est plutôt rendu compte que le directeur général, son cadet, Oui. qui venait d'assumer de très hautes fonctions à la présidence de la République, Oui. Secrétaire général adjoint de la présidence. et qui voyait, voilà, Oui. M. Siam Siwe, Oui. et qui avait comme aîné le colonel Etonde-Ekoto, lequel assumait des fonctions de prestige, au point d'avoir été le directeur de campagne, enfin le responsable de la campagne du candidat
président Oui. en 2004, eh bien, il s'est trouvé que M. Edouard Etonde Ekoto apparaissait comme l'homme du président. Et il n'est pas exclu que le directeur général ait vu en lui un bouclier. Oui, quelqu'un qui pouvait lui servir de bouclier. Voilà. Or, M. Edouard Etonde Ekoto explique, et c'est dans le livre, Oui. qu'en réalité, il y avait eu erreur, dans la mesure où, si on cherchait la tête du directeur général, M. Siam Sioué, ceux qui la cherchaient ne sont peut-être pas les mêmes qui cherchaient la tête du colonel Etonde Ekoto. Alors, imaginez une tête cherchée qui veut s'appuyer sur une tête qu'on cherche. Ça fait deux recherches Oui. combinées et les tirs groupés peuvent faire des dégâts Dans les deux camps. dans les deux camps. Oui. C'est ce qui s'est passé. Absolument. Alors, en tout cas, le colonel Etonde Ekoto est acquitté, lavé de toutes les accusations qui portaient contre lui, mais le mal est fait. Il a passé 7 ans de sa vie Presque derrière, 8, oui. voilà, presque 8 derrière les barreaux. Normalement, il doit pouvoir, s'il y a une bonne administration de la justice, il devrait pouvoir être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi, pour l'injustice dont il a été victime, ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas. C'est toute la question du délit d'inéquité. Oui. Parce que l'équité suppose que tout soit équitablement géré. Oui. Et que la justesse des analyses conduise à la justice en termes de décision. Les analyses ont peut-être été faites avec justesse. La Cour suprême a acquitté un justiciable. Mais on se rend compte que la justesse des analyses ne suffit pas. Il faut qu'il y ait justice. Et la justice qui a commencé à reconnaître les torts qu'il a fait à M. Edouard Etonde Ekoto, Oui. n'a plus qu'à aller jusqu'au bout de sa logique, Absolument. de justice, de sa cohérence, Tout à fait. parce qu'un tort mérite réparation. Il se trouve que dans ce cas précis, M. Edouard Etonde Ekoto frappe par la loyauté. Pourquoi je dis loyauté? Parce qu'en aucun moment, vous ne l'entendez accabler l'État du Cameroun. En aucun moment, vous ne l'entendez préparer une plainte contre l'État du Cameroun pour ce qu'il a subi. En revanche, il souhaite pudiquement, encore que pudiquement, que la justice se rende compte qu'il lui revient d'aller jusqu'au bout de la procédure d'acquittement. Alors, sauf que cette justice-là n'en prend pas le chemin, hein, Je ne peux pas encore, en matière de réparation. en matière de réparation, Oui. au moment où le livre sort, Oui. ce n'est pas encore Ce le n'est pas cas. encore le Pourquoi? cas. Voilà. Parce que la Commission africaine des droits de l'homme des peuples, que le colonel a saisi pour soumettre une doléance, a reconnu qu'effectivement, il y avait préjudice réel. Et la Commission a jugé recevable la doléance La doléance, oui. et a encouragé l'État du Cameroun à faire droit à ses justiciables. Oui. La Commission du Cameroun, parce qu'il y a une commission créée, la commission d'indemnisation Oui, oui. pour toutes les personnalités privées des libertés de manière abusive. Cette commission, elle a jugé irrecevable la requête que la Commission africaine des droits de l'homme a jugée, elle, recevable. Ceci crée une situation intéressante au plan de l'analyse du droit, parce que, de toutes les manières, n'étant pas juriste, je ne veux pas m'avancer. Oui. J'aime pas porter des chaussures qui ne sont pas de ma pointure, voyez-vous. Mais il se trouve que nos lois nationales et nos décisions nationales risquent de mettre le Cameroun en contradiction avec ses engagements internationaux. Absolument. Alors, ceci pose un problème à l'état de droit. Oui. Alors, aujourd'hui, le colonel Edouard Etonde Ekoto n'a pas obtenu, du moins
pas encore, restons optimistes. Il y a quand même une contradiction, c'est-à-dire que la même justice reconnaît que ce monsieur a été détenu pour rien, il n'a rien fait, on le remet en liberté. Logiquement, ce qui devrait suivre, c'est la réparation pour le préjudice qu'il a subi. Alors, aujourd'hui, quand j'ai lu le livre, on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à attendre des institutions judiciaires nationales dans l'éventualité d'une quelconque réparation pour le colonel Etonde Ekoto. Il se trouve que l'optimisme du colonel Edouard Etonde Ekoto corrobore la loyauté dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas un désespéré. Il ne désespère pas de son pays. C'est ça qui est frappant, voyez-vous. Au-delà des blessures, des mutilations, des humiliations, il ne désespère pas de la justice de son pays. Il ne désespère pas de son pays. C'est cela qu'il est important de relever. Parce qu'il pense que si la bonne information parvenait au premier magistrat de la nation, peut-être y aurait-il un clignotant d'allumer pour qu'on éclaire un peu mieux cette situation de frustration, d'inéquité. Parce que 8 ans d'une vie, voyez-vous, cet ouvrage a évoqué quelqu'un qui a subi 8 ans. Oui. Il s'appelle Laurent Koudou Gbagbo. Oui. Le président de Côte d'Ivoire, au sortir de... Lui aussi arrêté, et finalement pour rien, puisqu'il a été reconnu non coupable. Quand il sort de là où on l'a mis, il dit ceci. Ils m'ont gardé là-bas pendant 8 ans. Puis, ils ont dit que j'étais innocent. Et Laurent Koudou Gbagbo termine, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Nous avons une personnalité qui, à aucun moment, ne s'est constituée en danger pour aucune de nos institutions. Il est entravé pendant 8 ans. Il en sort acquitté par la Cour suprême, la haute juridiction. On aurait pu parodier le président ivoirien, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et le respect qu'on doit à l'innocence, à la réhabilitation d'une innocence mutilée, c'est de reconnaître que cette innocence-là mérite qu'on repare la brutalité, la violence qu'elle a subie. Et le colonel Etonde Ekoto, quand il en parle, il n'en parle pas, je ne dirais pas en toute sérénité, mais il en parle en tout optimisme. Parce qu'il se dit, vous savez, les juges, c'était d'abord, on dit juges de paix. Oui. Les juges sont d'abord des juges de paix. Ramener la paix de l'âme. Ramener la paix pour un homme, pour une famille. Créer des conditions de paix dans un environnement social part aussi d'une vérité perçue comme nécessaire, indispensable et juste. Voyez-vous? C'est ça le respect. Le respect de l'innocence injustement brutalisée. Le respect d'une loyauté, parce que c'est un peu comme si il y avait un délit de patriotisme. C'est un peu comme s'il y avait un délit de patriotisme. Voyez-vous? Et c'est cela qui, de mon point de vue, fait la particularité de cette personnalité qui a pris de la hauteur par rapport à sa douleur. Alors, dans votre livre, vous écrivez, je vais vous citer, « Tout laissait penser que divers inquisiteurs s'étaient assignés un devoir régalien d'injustice avec mission de faire tomber des têtes.
Dans le cas d'Edouard Nathael Etonde Ekotor, une inexplicable injustice semble s'être compliquée d'une injustifiable inéquité. Alors, la question qu'on voudrait vous poser quand on lit cet extrait de votre livre, c'est pourquoi Etonde Ekotor? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Je ne peux pas prétendre savoir pourquoi lui. Oui. Mais il se trouve que c'est lui. Je pars de là pour comprendre d'où il vient que ça se passe de cette manière-là. Et l'ouvrage nous a permis d'établir une sorte de constante, de fil conducteur. Voyez-vous? Lorsqu'il fait ses études dans l'école des armes à l'étranger, Oui. il frappe ses formateurs, ses professeurs, ses enseignants, qui n'hésitent pas à lui dire que c'est avec des personnalités comme lui Oui. qu'on fait des chefs d'état-major. Ah, ils le disent là-bas. Et on le sait au Cameroun. Et ça résonne comme une forme de recommandation. Alors, je ne sais pas, mais la conséquence de cette observation remarquable, parce qu'il s'est fait remarquer, c'est que ce jeune colonel de 36 ans, il était colonel à 36 ans, a dû se défendre presque au quotidien d'une tentative de coup d'État. Coup d'État, oui. Résultat, on l'a éloigné de l'armée. Oui. Il aurait pu être général à moins de 50 ans. Oui. On l'a poussé à la retraite à 41 ans. 41 ans. Il a été commandant de l'école militaire Interarmes du Cameroun à 30 ans. À 30 ans. C'est quand même remarquable. Bon, ça. ma foi, si ce n'est pas une étoile, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est qu'une étoile. Mais nous sommes un pays qui éteint ses étoiles. Et surtout pour s'éclairer aux lucioles. Voilà un élément. Le deuxième élément, il sort des boulevards, il entre dans ces sentiers d'agriculteurs. Et là encore, il crée une dynamique telle que l'agrocom, dont il est question dans le livre, Oui. devient pratiquement un label. Du coup, tout le monde a le regard tourné vers l'agriculture. Et il le dit dans le livre. Absolument. Il voulait démontrer Qu'on peut faire autre chose que qu'on peut faire fonctionnaire. autre chose Que fonctionnaire. que fonctionnaire. Oui. Et que l'agriculture, ce n'est pas pour les ratés de la vie. Au contraire. Oui. Alors, on reviendra d'ailleurs sur la trajectoire de l'homme qui est suffisamment intéressante parce que quand même, j'ai sursauté quand j'ai lu qu'il avait été mis à la retraite à 41 ans. C'est quand même incroyable. Alors, au-delà du cas Edouard Etonde Ekotor, on a d'autres personnalités qui ont été reconnues non coupables après des années de prison pour rien. Le dernier cas en date, c'est celui du professeur Bruno Bekolo-Ebe, ancien recteur de l'université de Douala, qui a été libéré après avoir passé au moins 5 ans derrière les barreaux. Avant lui, il y a eu un autre professeur, Dieudonné Oyono, qui lui aussi a été reconnu non coupable, mais et après avoir passé du temps pour rien, en prison. Alors, mais ce qui est frappant dans tous ces cas, c'est que tous sont claquemurés dans une forme de silence. Certains reprennent la vie comme si de rien n'était. Moi, j'ai été surpris, par exemple, de voir le professeur Dieudonné Oyono repartir s'asseoir aux côtés de ses camarades du RDPC et puis la vie continue. Le colonel Etonde Ekotor, lui aussi, il est dans le silence, il ne parle pas. Quand on a été victime d'une telle injustice, on peut quand même crier ça fort, non, professeur? On peut crier. C'est vrai que vous parlez de la loyauté de la part du colonel Etonde Ekotor, mais tout, quand on a quand même passé au moins 5, 6, 7, 8 ans de sa vie derrière les barreaux pour rien, on peut crier à l'injustice beaucoup plus fort que ça. Vous savez que quand on est privé des libertés, il se pose un grand problème de communication. Vous êtes privé de communication. Parce qu'on vous met hors de la société. Pour que quelqu'un vienne vous voir là-bas, il faut qu'il ait ce que là-bas on appelle
permis de communiquer. Oui. Vous comprenez cela? Vous devez demander une autorisation pour communiquer. Cela signifie qu'on les oblige au silence. On les bâillonne. De toutes les manières, si vous ne pouvez plus communiquer, vous êtes ravalé comme paria. Oui. Vous n'êtes plus de la société. Il n'est pas impossible de rester dans l'obscurité pendant 3 heures. Quand vous en sortez, vous vous étonnez qu'il y ait de la lumière. Et vous ne savez plus immédiatement quoi faire de la lumière. Le réflexe, c'est de fermer les yeux. Ce n'est qu'une hypothèse d'analyse. Mais il y a mieux que cela. Écrire, c'est parfois crier. Oui. Un prisonnier privé de liberté, privé de parole, n'a peut-être plus comme urgence de se mettre à crier, de hurler. Mais des témoins de l'injustice peuvent tout de même se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal et de dire aux voisins, aux amis, aux parents, à la société, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Voyez-vous? C'est un peu ce que ce livre s'efforce de faire. Il n'est pas nécessaire que les personnalités que vous avez citées, j'ai d'excellents collègues, Dieudonné Oyono, le professeur, voilà, il n'est peut-être pas nécessaire qu'ils se mettent eux-mêmes à hurler. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a d'autres personnalités qui mériteraient qu'on s'intéresse à leur cas. Parce que s'ils sont porteurs d'un projet, il est bon que ce projet ne soit pas bâillonné comme la tentative a pu le tenter. Voyez-vous? Il est peut-être important que d'autres écrivains s'intéressent à d'autres cas qui peuvent être utiles pour le Cameroun de demain. Ce n'est pas à eux à hurler, je ne pense pas. Donc mais il faut les aider à crier à l'injustice. Je pense qu'il est important. Nous avons cette responsabilité pour ceux qui savent lire, pour ceux qui savent parler, pour ceux qui savent écrire. Si vous savez conjuguer le verbe, ma foi, au présent de l'indicatif, conjuguez-le pour ceux-là qui sont victimes d'une situation inacceptable pour une société qui revendique la prospérité. C'est cela. Ce n'est pas à eux. Alors, qu'est-ce que l'affaire Edouard Etonde Ekoto et même d'autres affaires? Je parlais tout à l'heure en introduisant cette émission, vous avez écrit un autre livre sur la question de la gouvernance judiciaire avant celui-ci. Alors, qu'est-ce que l'affaire Edouard Etonde Ekoto et peut-être d'autres dit de ce qu'est devenue la justice camerounaise aujourd'hui? Importante question. Je ne peux pas vous dire ce qu'est devenue la justice camerounaise aujourd'hui. Mais cet ouvrage qui vient à la suite de celui-ci, parce que c'est de ça que vous parlez. L'opération épervier au Cameroun, un devoir d'injustice, point d'interrogation. Là-bas, il y a 11 ans, il y avait un point d'interrogation. Mais l'étude que nous avons menée a gommé le point d'interrogation. Donc aujourd'hui, c'est affirmatif. Eh bien, cela signifie que nous avons intérêt à défendre la justice au Cameroun, à défendre les professionnels de la justice au Cameroun, à redonner à la justice et à ceux qui la gèrent toutes leurs lettres de noblesse, parce que pendant trop longtemps, la justice a rêvé de devenir un pouvoir, mais tout laisse penser que la justice reste une simple autorité. Et c'est une question de fond. Voilà, quand je dis que c'est un cas d'école, un cas d'étude et un cas d'école, cet ouvrage touche une institution centrale. Dans une démocratie. Dans toute démocratie. Évidemment. L'institution judiciaire doit être sacralisée. Et c'est pour cela qu'il est important de il faut se poser des questions difficiles. Il ne faut pas les fuir. On n'a pas la prétention d'avoir la réponse. Mais en matière de recherche, je peux en parler. C'est la question qui est importante, pas la réponse. Parce que la réponse, elle est toujours circonstanciée. Parce que la réponse de midi peut devenir une question l'après-midi. Mais si la question est bonne,
d'autres poursuivent la recherche. Et si nous avons eu la chance de poser une question qui semble bonne, je me dis, il y a des collègues en capacité de poursuivre ce travail pour que la justice passe d'autorité à pouvoir et que nos magistrats retrouvent la préscience que les magistrats ont dans toute société. Les huissiers, les greffiers, les avocats, les magistrats, c'est des personnalités, vous savez, auxquelles on ne devrait pas parler n'importe comment. Absolument. Alors, est-ce que tout à l'heure, je vous demandais pourquoi Edouard Etonde Kotor? Est-ce que la réponse, vous avez évoqué un certain nombre d'aspects tout à l'heure, mais est-ce que la réponse ne se trouve pas aussi dans ce qu'on peut considérer comme son ascension politique alors qu'on ne l'y attendait pas? C'est-à-dire en 2001, avril 2001, lorsqu'il est nommé délégué du gouvernement, il n'est pas véritablement un cacique du pouvoir. Et j'utiliserai même une expression qui est revenue dans le livre, il n'est pas, à vrai dire, considéré comme l'une des créatures de celui qui a le pouvoir de nomination. Est-ce qu'il ne se retrouve pas dans un environnement qui, semble-t-il, n'était finalement pas le sien? Pour l'avoir écrit... Et en plus, il cumule. Pour l'avoir écrit, je pourrais tenter de le redire succinctement. Oui. Lorsqu'il quitte les organigrammes d'État, il se retrouve dans ces champs. Beaucoup se disent bon débarras. Oui. Parce qu'il faisait de l'ombrage à plus d'un. Il faut bien se le dire. Et M. Etonde Ekoto a ceci de particulier que s'il entre dans cette pièce, vous aurez l'impression que même les tableaux bougent. Oui. Tout simplement parce qu'elle est là. En termes simples, on appelle ça le charisme. Ça ne s'achète pas dans les supermarchés. On ne sait pas comment on l'obtient, mais il y a des phénomènes comme cela. Voyez-vous, votre manière de faire à vous ne peut pas être comparée à la manière de faire de l'autre. Vous n'y pouvez rien, vous pouvez en être victime. Il a été victime d'un certain nombre de choses. Lorsque le président est candidat en 2004, Edouard Etonde Kotor est déjà délégué du gouvernement. Oui. Mais on a crié, d'où vient-il? Il n'est pas du sérail. Voyez-vous, celui qu'on croyait déjà, ma foi, à la touche, oui. Voici qu'il s'installe au cœur de la cité. Premier problème. Deuxième problème, il est nommé cumulativement PCA. Pourquoi? Quelle est cette histoire-là? Et pour la campagne électorale, c'est dans le livre, oui. Le président national de son parti fait de lui le responsable communal, le responsable départemental, le responsable provincial de sa campagne dans tout le littoral, oui. Comme s'il n'y avait personne d'autre. Il n'y a pas mieux pour pousser les uns et les autres à affûter des dagues pour le moment venu, en découdre avec celui-là qui vient leur faire un ombrage intolérable pour la plupart. Et là, il occupait une position réservée quand même aux caciques. Voyez-vous? Quand on prend les autres régions, ceux qui occupaient les mêmes fonctions d'un point de vue politique, c'était des... le ministre Amadjoda Adjoudi, le premier ministre Achide Achou, voyez-vous, Inoni Ephraim. Yadi Fendi Marcel à l'ouest, Inoni Ephraim, je crois, oui. Dans le sud-ouest et tout. Donc, il est quand même dans... disons-le, dans le sein des saints. Et les autres le lisent comme une intrusion intolérable. Pourquoi l'avoir cherché, tiré de ces champs d'ananas pour nous l'imposer de cette manière-là et le mettre dans cette visibilité des premiers ministres, des ministres, des membres du gouvernement? C'est cela que j'appelle dans le livre des sentiments contradictoires. Parce que assez souvent, nous ne sommes pas toujours préparés à reconnaître les mérites des autres. Et lorsqu'on n'a pas la force morale de reconnaître les mérites des autres, on s'inflige une punition qui n'a pas de remède. Oui. Le terme courant, c'est jalousie, mais c'est une pathologie qui n'a pas de médication.
Parce que vous ne pouvez pas empêcher une ampoule de briller. Et si quelqu'un remarque qu'il y a une ampoule qui brille et veut éclairer sa campagne électorale, pourquoi vous risquez d'avoir... Et il y a eu des crampes d'estomac pour ce genre de situation. Alors, parlons un peu de l'homme, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Quand il est porté à cette fonction, il engage très vite un certain nombre de chantiers importants dans la ville avec une vision, dites-vous, quasi haussmannienne de la ville de Douala. Est-ce qu'on peut avoir quelques points saillants des chantiers du colonel Etoa Etonde Ekoto, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala à l'époque? Alors, je ne me risquerai pas à énumérer ce qu'il a fait. Parce qu'au-delà de ce qu'il a fait, je me suis intéressé à l'esprit dans lequel il a fait ce qu'il a fait. C'est cela, l'idéographie, voyez-vous. Mais, très rapidement, on vous parlera de la route Ounyala, on vous parlera de ce centre numérique pour la communauté. On vous parlera de ci et de ça. Il a mobilisé le génie militaire pour des travaux d'intérêt remarqués. Et j'ai relevé que le génie militaire a travaillé avec un enthousiasme admirable. Mais le plus important pour moi dans cette vision que vous dites haussmannienne, c'est que déjà, il a lu Haussmann. Oui, effectivement. Cela signifie que, promu à cette responsabilité, il a voulu comprendre ce qu'il pouvait, lui, apporter à la ville de Douala. Et il a eu pour référence des grands noms. Ceux qui ont pu arriver à Paris savent ce que c'est que les boulevards Haussmann, etc. etc. Napoléon III, à l'époque, se sert du préfet Haussmann pour que Paris change. En mieux. Sauf qu'on a le sentiment que Edouard Etonde Ekoto n'a pas eu son Napoléon. Alors, lorsque le président de la République arrive à Douala, les délégués du gouvernement lui présentent le projet Sawa Beach. Sawa Beach, on en parlera, oui. Et il lui dit, Monsieur le Président, c'est pour nous le projet BIA. Il n'y a pas meilleur appel à une personnalité. À une implication personnelle. Donc, il cherchait son Napoléon. Oui. Et le président l'a encouragé. Voyez-vous? Parce que tout de même, c'était impressionnant de voir ce que Douala aurait pu devenir. Oui. Alors, de ce projet Sawa Beach, parlons-en. Alors, gigantesque projet futuriste. Simplifions la chose pour dire il est question de créer une ville dans la ville, une cité futuriste envisagée sur 1000 hectares pour un coût de près de 550 milliards de francs CFA. Et malheureusement, ce projet, le projet phare du magistère d'Edouard Etonde Ekoto, ne verra jamais le jour. Nous disons que le projet Sawa Beach a fait naufrage dans la mangrove. Dans la mangrove. Pourquoi? Un si joli projet. Pourquoi? Plusieurs raisons. Oui. Plus simplement, assez souvent, dans notre pays, nous n'acceptons pas toujours qu'une bonne idée soit venue de quelqu'un d'autre que nous. C'est incroyable. Et nous perdons beaucoup de choses inimaginables par cette petitesse. J'appelle cela une petitesse parce que nous sommes parfois gérés par des pense-petits. Et des pense-petits sont minimalistes. Ils ne voient pas grand. Et le minimalisme est destructeur de toute vision appréciable. Sawa Beach a souffert de ce minimalisme. Voyez-vous? Deuxièmement, il se trouve, l'étude a révélé que
des organismes étrangers étaient disposés à soutenir le Cameroun. Je ne dis pas à soutenir M. Etonde Ekoto, mais à soutenir le Cameroun dans l'exécution de ce projet. Quand je dis exécution, c'est-à-dire la mise en œuvre, parce que quand on dit exécution, on peut penser à un peloton. Voyez-vous, les mots sont ce qu'ils sont. Oui. Des organismes étrangers que le colonel Edouard Etonde Ekoto avait contactés, il avait ses couloirs, étaient disposés à soutenir son pays. Mais, encore une fois, pourquoi lui? Vous m'avez fait un appel en parlant de noms et de nominations et de créatures. Oui. Je pense, et le livre tente de le démontrer, nous sommes un certain nombre qui n'existons que par des nominations. Et nous n'acceptons pas qu'il s'en trouve qui existent par leur nom. Nous qui sommes nommés, c'est comme si nous n'avions pas de nom. Oui. La nomination nous fait exister. Oui. Mais ceux qui ont déjà un nom, ils apportent quelque chose à la dynamique nationale. Etonde Ekoto avait un nom qu'il portait. Il le mettait dans le panier de la bataille pour le développement. Alors, les nommés n'ont pas toujours accepté que des noms indépendants, libres penseurs, etc., aient cette visibilité. Et j'ai poussé l'analyse plus loin dans ce travail. Il m'a semblé que le colonel Edouard Etonde Ekoto était, comme je disais, son propre adversaire, finalement son propre ennemi, parce qu'il n'a pas accepté, s'il acceptait des compromis, il n'a pas accepté des compromissions d'un certain genre. Et on pense à ce personnage d'une œuvre littéraire que tout le monde a lu, le Tartuffe. Il reproche à quelqu'un de ne pas accepter de compromission. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques devoirs civils que l'usage demande. Voilà ce qu'on dit dans le Tartuffe. Le colonel Etonde était bien du monde, mais il ne voulait pas céder à certains usages. Alors, ce projet, Sawa Beach, a aussi souffert d'une bureaucratie excessive à la camerounaise, non? Parce que je lis dans votre livre que pour démarrer les travaux, il y avait un chevauchement entre les administrations, certaines qui marchaient sur les plates-bandes d'autres. Il fallait près de 29 étapes à franchir pour démarrer un projet. C'est quand même extraordinaire pour un projet pareil. Mais 29 signatures, oui. C'est 29 freins. Voilà. 29 obstructions. Et dans l'ouvrage, oui, j'ai évoqué le football, qu'on aime bien. Si vous avez une équipe de football constituée de 1000 pattes, oui, ce que vous appelez le syndrome du 1000 pattes. Le syndrome du 1000 pattes. Oui. Vos joueurs vont passer la première mi-temps à lasser leur godasse. Ils ont 1000 pattes, oui, vos joueurs. La deuxième mi-temps, ils vont la passer à lasser l'autre pied de godasse. Les 90 minutes se seront écoulées. Nous passons notre temps à faire des séminaires, oui, à organiser des je sais pas quoi, de restitution des travaux, voyez-vous, d'études de faisabilité. L'argent qui est destiné à un projet, oui, passe dans des pauses café. Absolument. Il faut 29 signatures. Et dans le cadre, effectivement, du Sawa Beach, j'apprends en lisant votre livre, près de 600 millions avaient déjà été dépensés dans les études. Donc, voyez-vous, fou, hein, je crois que quand on a eu l'intelligence de se saborder soi-même comme le Cameroun en a eu, on comprend qu'à certains moments, des projets comme si Sawa Beach, oui, fassent naufrage. D'autres pays ont copié et sont à l'œuvre. Et assez souvent, c'est cela. Dans l'agriculture, nous disions que le Cameroun, la palmeraie, le palmier à huile, etc.,
D'autres pays sont venus voir ce qui se faisait au Cameroun, sont allés Développer. appliquer, développer. Aujourd'hui, nous n'apparaissons même plus dans les écrans. Voilà ce qu'on appelle suicide administratif. Oui. Parce que 29 signatures pour un dossier, c'est une organisation de cimetière. Ouais. Alors, et malgré le fait que le projet portait quand même le nom du président de la République, c'est ça qui est extraordinaire. On se dit, un projet qui porte le nom du président de la République, qui plus est, lui-même a semblé donner son onction lors d'un voyage à Douala, devrait, rien que son nom devrait pouvoir briser toutes les barrières bureaucratiques qui s'érigent devant un tel projet. Mais malheureusement, et ce n'est pas la première fois, on a l'impression que chaque fois qu'un projet porte le nom du président de la République, c'est précisément à ce moment-là qu'on doit le tuer. En dehors de Sawa Beach, qui était un projet Paul Biya, il y a également le fameux stade d'Olembe, qui avait été baptisé avant même qu'on le construise, stade Paul Biya, et aujourd'hui, il est pratiquement en ruine. Hein. Le nom du président de la République n'ouvre même plus les portes. Un chef ne fait pas. Oui. Un chef fait faire. Voilà. Et lorsque des rouages sont grippés, il faut interpeller les rouages. Parce qu'il y a plusieurs manières de rendre le chef impopulaire. Oui. Quand on organise l'impopularité du chef, quand on organise le déficit de crédibilité de son propre chef, on est parricide. Tout à l'heure, vous parliez de l'inéquité, puisque c'est l'un des sujets de ce livre. Absolument. Et je vous répondais que si la bonne information remonte par les bons canaux jusqu'au premier magistrat de la République, il est possible que, conscient de la vérité, une cloche sonne. Voyez-vous? Assez souvent, les montages organisent des brouillages de messages. On brouille les messages. Et lorsque la bonne information n'est pas remontée jusqu'aux décideurs, on fait du tort aux décideurs pour des intérêts anti-patriotiques. Vous avez cité Olembe. Je ne peux pas intelligemment en parler, mais ça fait mal aux Camerounais. Absolument. On a englouti près de 200 milliards et le stade, on ne peut même plus y jouer un match de première division parce qu'il n'est plus aux normes. Le Sawa Beach procède un peu de cette dynamique. Quand on a eu une bonne intuition de quelque chose, il faut se donner les moyens d'honorer le drapeau de son pays. Alors, Edouard Etonde Ekoto, lui-même, pour parler comme on le dit chez nous, lui-même n'est pas simple, hein, parce que vous le citez dans votre livre, il dit quelque chose d'assez fort qui semble, si je ne m'abuse, exprimer un peu sa colère par rapport à ce projet Sawa Beach. Il dit, et je le cite, « Douala ressemble toujours à une symphonie inachevée, une fusée qui, depuis 1910, cherche son orbite au milieu des obstacles placés sur sa trajectoire et celle de ses pilotes. Parce que, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. » Est-ce que c'est lui qui dit « Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit » ? Oui. Bon, enfin, il cite quelqu'un qui disait « Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Alors, le sentiment que j'ai eu là-dedans, c'est que j'ai dit « Bon, si ça va... » Je ne sais pas si c'est Edouard Etonde Ekoto qui l'a dit. Il me semble que c'est un journaliste. Ah, d'accord. Ah oui, Edouard Kingé. Il y a Edouard et Edouard. Oui, d'accord, très bien. Oui. C'est un de vos confrères qui fait cette observation. Oui. Et c'est une observation importante. J'aurais été surpris que le colonel ait dit ça comme ça. Mais maintenant que c'est dit, des obstacles, revoyez, placés. Des obstacles placés. Ce n'est pas des obstacles naturels. Edouard Kingé est un journaliste émérite. Il connaît la valeur des mots. Son champ lexical est très militaire. Bon. Donc, lorsque Edouard Kingé parle d'obstacles placés, un bon journaliste, il a eu le temps de voir un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme commentaire en dehors de ça?
On va bientôt sortir de cette émission. Vous avez évoqué effectivement la carrière. Edouard Itonde Ekoto a rencontré quand même pas mal de difficultés dans sa vie, au-delà de la prison. Il y a également que sa carrière de militaire, vous en avez parlé tout à l'heure, a un tout petit peu été abrégée. On n'a pas idée d'aller à la retraite quand même à 41 ans. Au moment même où on a les capacités de pouvoir donner, ça ressemblait quand même à une sanction. Pour quelqu'un qui a 30 ans était déjà commandant de l'école militaire interne de Yaoundé, du Cameroun, aller à la retraite à 41 ans, on n'a pas idée. Hein. La peur est mauvaise conseillère pour tout pouvoir. Oui. Parce que tout pouvoir a peur. Tout pouvoir veut durer. Et tout pouvoir a peur. Et ceux qui agitent le foulard rouge, ah, il veut faire un coup d'État, oui. Ah, vous savez, c'est un jeune colonel fringant. Alors, nous sommes là à l'époque du président Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo. Oui. Il a comme camarade Ratsirak, oui, qui est devenu président à Madagascar. Ah, ça peut donner des idées. Et pour que cette hypothèse soit tuée dans l'œuf, il vaut mieux qu'on le mette à la touche. Parce que, comme il l'a dit lui-même dans une de ses déclarations, le président Ahidjo en avait marre d'entendre qu'un jeune colonel va faire un coup d'État. Oui, autant le mettre sur la touche. Voyez-vous. Alors, et il va réussir quand même à faire, comme on dit en français, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il se lance à corps perdu dans l'agriculture et vous parlez d'une odyssée agroalimentaire. Finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'il va en faire une véritable passion à côté de sa passion pour les armes. Oui, je voudrais que ces phénomènes psychologiques oui. inspirent nos compatriotes. Parce que être employé est une chose. Mais le terme employé dit le passif. Oui. Être son propre patron, c'est peut-être encore mieux quand on a l'intelligence de créer. Mm-hmm. L'adversité que cette personnalité a subie ne l'a pas démontée. Quand on a suffisamment de ressorts, quand vous avez été intelligent dans un domaine, il est possible que vous le soyez dans d'autres. Et ça procède par ce qu'on appelle communément le recyclage. Oui. Voyez-vous, le recyclage. Et cette base d'intelligence, ajoutée à la passion et au souci de bien faire, parce qu'il cite Martin Luther King comme un de ses mentors. Oui. Vous balayez la rue. Balayez bien. Balayez la rue de telle manière que ceux qui passent par là se souviennent et se disent, il y avait ici un grand balayeur de rue. Et c'est comme je dis, c'est ce ressort psychologique qui est l'un des ressorts de cette idéographie. Parce qu'au-delà de l'adversité, au-delà des frustrations, ce monsieur que j'ai eu le privilège de rencontrer n'a pas d'aigreur. Ça, c'est quand même à signaler aux jeunes Camerounais et à mes compatriotes. L'aigreur est négative et stérile. Voilà pourquoi il peut se recréer. Et dans l'agriculture, les plantes ne sont pas pour lui de simples plantes, de simples végétaux. Il les considère comme ses enfants. Il a humanisé l'agriculture. C'est dans le texte, c'est dans l'ouvrage. Il en parle comme de ses enfants. Oui. Un peu comme les poètes de la contemplation. Il parle effectivement du plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on regarde un endroit vert, puis plus tard, oui. Alors, dans la mythologie, quand on parle du phénix qui renaît de ses cendres, savoir tomber n'est pas le plus difficile, c'est pas le plus grave, mais être capable de se relever, c'est cela qui traduit le message d'optimisme de M. Edouard Itonde Ekoto. Et de mon point de vue, c'est un message moral qui s'adresse à ceux qui veulent bien faire quelque chose, et pour eux-mêmes, et pour les autres. Parce que chacun peut travailler pour soi, à titre personnel. Oui. Mais je leur ai dit, lorsque un individu
arrive à représenter un projet, il ne s'appartient plus. Et je crois que le travail que M. Edouard Etonde Ekoto a tenté de faire au service civique, à la communauté urbaine, au port autonome, et j'en passe, permet de penser qu'il ne pensait pas uniquement à lui, qu'il pensait à autre chose pour d'autres personnes que lui. Et c'est cela le message de ce travail. Lorsque nous parlons de la défense et de l'illustration de la justice dans notre pays, c'est dans l'espoir de faire entendre ce message d'optimisme qui permet à chacun de prendre sur lui. Il faut prendre sur soi, remonter ses ressorts, prendre de la hauteur pour banaliser les frustrations et dire il y a encore quelque chose à faire. Pas pour moi tout seul, mais pour mon pays, pour ma nation. Et c'est un facteur mobilisant de mon point de vue. Il a donc troqué ses armes de militaire et ses brodequins contre pioches et bottes d'agriculteurs. De manière industrielle, il touche à tout, cacao, ananas, huile de palme et tout. Alors aujourd'hui, vous qui rencontrez le colonel Edouard Etonde Ekoto, pour finir, dans quel état d'esprit est-il? C'est une question difficile. Ouais. Parce qu'une personnalité, vous avez dit tout à l'heure, reste une complexité. Mais je voudrais vous dire que s'il n'a pas retrouvé toute sa sérénité d'il y a 20 ans, il n'est pas amer. C'est important. Il n'y a pas d'amertume en lui. Et il est dans une famille pieuse. On prie dans la maison de M. Edouard Etonde Ekoto. On a la foi, voyez-vous. Et je pense que l'un dans l'autre, la hauteur qu'il me semble avoir prise par rapport à ce dont il a souffert, fait de lui un homme qui reste optimiste. Et c'est pour cela que l'un dans l'autre, comme je dis, Oui. la loyauté, c'est un soldat. Et les soldats, les hommes des armes, c'est tout de même par serment d'honneur et fidélité. Ce slogan, ou si vous voulez, cette devise n'a pas changé. Et le colonel Edouard Etonde Ekoto n'a pas changé. Il est dans ce registre d'honneur et de fidélité. Charlie Gabriel Mbok, merci. Je rappelle votre livre « Gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'iniquité, essai d'idéographie d'un justiciable », sorti aux éditions Kiyikat. Voilà, au Canada, oui. Au Canada, voilà, il est disponible à Yaoundé à la librairie des peuples noirs. Je l'ai vu dans cette librairie. Alors, je vais présenter quelques ouvrages qui traitent du même sujet, qui nous ont permis de préparer cette émission. Il y a ce livre important d'un magistrat, Ulrich Xavier Ovono Ondoa, Sous le bandeau de Thémis, les larmes, penser et repenser la justice camerounaise. Vous allez adorer cet ouvrage, je vous le promets. Très courageux. C'est un jeune magistrat qui l'a écrit. Il est en fonction. Il y a également, on parlait d'Opération Épervier, une victime de l'Opération Épervier, son tout premier livre, Jean-Marie Atangana Mbara. Il fut secrétaire général de la présidence de la République. Lettre d'ailleurs, dévoilement préliminaire d'une prise de l'Épervier. C'est un livre sorti chez l'Harmattan, le tout premier. Ensuite, il a écrit un autre sur les secrétaires généraux de la présidence de la République au Cameroun. Ici, il raconte un peu son aventure dans les dédales de la justice camerounaise. Une autre victime de l'opération Épervier, Hubin Olangena Awonor, il était ministre de la Santé publique et il a donc publié cet ouvrage depuis la prison de Kondengi où il est incarcéré depuis quelque temps. Urgence d'un nouveau pacte
républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun. Ce n'est pas son unique livre, il a écrit un autre livre dont je n'ai pas le titre, et un autre ouvrage vient juste de paraître, c'est un ouvrage collectif dont il a dirigé la publication, il est tout nouveau, on en parlera une autre fois. Et enfin, Titus Edzoa, c'est parmi les ancêtres de l'opération Épervier, on ne parlait pas encore de l'opération Épervier. Titus Edzoa, méditation de prison, lui, il a passé 17 années de sa vie derrière les barreaux. Merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir. Je vous remercie d'avoir permis que cet ouvrage qui pose des questions d'État Absolument. bénéficie de votre plateforme. Absolument. Merci infiniment, professeur Charlie Gabriel Mbok, pour cet ouvrage. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Autant le dire, et ce sera avec le même plaisir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.